l'humanité passe 500 ans par jour à résoudre ce genre d'énigmes. Vous en avez tous croisé des centaines sur internet, ils s'appellent les CAPTCHA et ils servent à prouver que vous êtes humain. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'écrire cette vidéo, car en réalité, ils cachent plein de choses insoupçonnées. En commençant par du travail gratuit pour cette entreprise. Parce que ça, là, vous le faites pour entraîner des machines. Et si Google devait employer des gens pour faire ces entraînements à votre place, il leur faudrait plus de 620 000 personnes à temps plein. Et j'ai fait mon petit calcul et sachez que ça ferait plus de 52 millions d'euros par jour à débourser. Ouais, et si on rapporte ça à un individu, par exemple toi là qui as cliqué sur cette vidéo, disons que tu croises un CAPTCHA par semaine depuis que tu as commencé à utiliser internet, eh bien bonne nouvelle, Google te doit alors plus de 2000 euros pour du travail déguisé. Vraiment? On va enquêter sur ça aujourd'hui et on va se demander pourquoi les CAPTCHA existent, pourquoi les CAPTCHA n'existeront plus dans quelques années, pourquoi c'est vraiment du travail déguisé, mais surtout pourquoi ils deviennent aussi absurdes et compliqués. Rien que cette semaine, je suis tombé sur celui-là et même celui-là, ça n'a aucun sens. Mais avant d'aller plus loin, revenons aux origines, le jour de la création du CAPTCHA originel. 1997, Google n'existait pas et on parcourait le web grâce à Alta Vista. Ce moteur de recherche proposait aux utilisateurs d'ajouter par eux-mêmes des pages à l'annuaire de sites disponibles. Vous êtes une nouvelle marque et vous voulez que votre site soit trouvable, vous allez sur l'onglet « Ajouter un URL » et votre site est alors ajouté dans la liste. Sauf que c'est vite parti en vrille en fait. Des centaines voire des milliers d'adresses sont envoyées à répétition dans le but évidemment de promouvoir des sites bien souvent indésirables. Alta Vista croule sous les spams, il leur faut une solution. C'est alors qu'Andrei Broder et son équipe développent un petit test. Une image contenant des caractères d'imprimerie qu'un humain peut lire mais qu'une machine ne sait pas encore décoder à l'époque. Et si vous tapez correctement la suite de lettres et de chiffres, vous prouvez alors que vous êtes humain. Félicitations. Ce test fera chuter les soumissions de spam d'environ 95%. Le nom CAPTCHA, qui veut dire Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Humans Apart, qui veut dire aussi test de Turing public entièrement automatisé visant à distinguer les utilisateurs humains des ordinateurs, ne lui sera attribué que quelques années plus tard. En 2000, c'est Yahoo qui a eu le même problème. Des bots créent des faux profils d'ados pour inonder les chatrooms de spam et d'arnaques. Alors Yahoo appelle à l'aide le département informatique de Carnegie Mellon. Et c'est là-bas qu'un groupe de scientifiques développe Gimpy, un générateur d'images déformées de mots tirés d'un dictionnaire. Et parmi ces scientifiques, il y avait Louis von Hahn, aujourd'hui le CEO de Duolingo. Tiens, c'est super intéressant de le retrouver là, celui-ci. À ce moment-là, le CAPTCHA remplit sa tâche, mais Louis trouve qu'il n'est pas encore assez optimisé. Un jour, notre informaticien tombe sur une annonce de Google. Ils sont en train de scanner des millions de livres datant d'aussi loin que 1851, afin de les rendre accessibles en ligne. Vous vous souvenez de ces CAPTCHA là, avec les chiffres et les lettres tout tordus comme ça, comme s'ils sortaient d'un vieux bouquin dégoûtant? Eh bien, à cette époque, dans les années 2000, Google n'arrivait pas à les déchiffrer à cause de cette saleté. Mais ça ne serait jamais arrivé avec le tout nouveau Dyson Piston Animal. Le tout nouveau Dyson Piston Animal, l'aspirateur 3 en 1 le plus puissant de Dyson. Il aspire, lave et se transforme même en aspirateur à main. Mais Bastille, on ne peut pas aspirer, c'est une image sur un ordinateur. Grâce à sa technologie Clean Compactor, il compacte 3 fois plus de poussière qu'un aspirateur classique, avec un vidage hygiénique qui ne laisse rien derrière lui. Et avec sa nouvelle brosse All Force Sense, il détecte les sols, s'adapte automatiquement, démêle les poils et révèle même la poussière invisible. Trop génial, j'avoue! Bref, vous l'aurez compris, Dyson soutient ma chaîne aujourd'hui et je voulais leur dire un grand merci car j'utilise leurs produits depuis des années, notamment à cause de cette petite chose mignonne qui remplit ma maison de poils tous les jours. Que ce soit pour vos sols, vos tapis ou les recoins de votre bureau, le Dyson Piston Animal met fin à la poussière et allez le commander tout de suite dans la description. C'est ce petit chien mignon qui vous le demande, donc vous êtes obligé de cliquer. Vraiment. Et bref, revenons à Google et leur besogne de scanner des millions de livres poussiéreux, car ils ont eu un problème.
Les systèmes de lecture automatique sont limités et n'arrivent à retranscrire que 70% des lettres, à cause des distorsions qui peuvent avoir lieu lors de l'impression ou du scan. Et c'est là qu'il a une idée de génie. Et si on exploitait tous les utilisateurs du web sans consentement pour du travail gratuit? Pour rentabiliser ces milliers d'heures quotidiennes de saisie de texte, il décide de remplacer les caractères aléatoires par les mots illisibles des scans de Google Books et même du New York Times. Il vient de transformer le processus de filtrage de spam en système de transcription de livres gratuits. Par contre, je vous arrête tout de suite, si vous pensez devenir riche en attaquant Google en justice, c'est mort. Une utilisatrice a essayé, mais sa plainte a été rejetée. Désolé, pas désolé. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? On a deux mots mis côte à côte comme ça, et le système connaît la transcription de l'un des deux mots. L'autre mot, par contre, est tiré d'un livre en cours de numérisation qui n'a pas encore été déchiffré. Et si le mot connu par le système est entré correctement dans le CAPTCHA, alors le système juge que l'utilisateur est humain et que la transcription est correcte aussi pour l'autre mot. Donc en fait, le réel test, c'est que un mot sur les deux. On pourrait rentrer n'importe quoi dans le deuxième mot car le système ne connaît pas la bonne réponse. Et ce test est ensuite présenté à plusieurs utilisateurs afin de confirmer le mot inconnu et bingo, des millions de mots qui ne sont pas passés au scan sont de sorte corrigés gratuitement par des humains. Tellement efficace que Google rachète reCAPTCHA au bon Louis en 2009 pour plus de 10 millions de dollars. Et ainsi en 2011, toutes les archives de Google Books ont été numérisées. En 2012, Louis déclare être fier de son impact au niveau du CAPTCHA, mais culpabilise quand même de faire perdre 10 secondes à tous les humains à chaque connexion. Bon Louis, vu ce que tu fais à tes utilisateurs sur ton appli Duolingo, je pense que ces petites 10 secondes là, c'est rien pour toi, non? D'ailleurs, dites-moi si un jour ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le cas de Duolingo. Mais il faut savoir que Google ne s'est pas arrêté au livre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question. Quel a été le CAPTCHA qui vous a le plus marqué? Pour ma part, c'est ceux-là, et ils sont tellement chiants que c'est devenu des mèmes. Avec les fameux feux tricolores ou les passages piétons, genre est-ce que là je dois cliquer sur le carré qui est juste dans le coin? Ou est-ce que je dois mettre le bout d'armature? Et là, est-ce que je dois cliquer sur le poteau? Je sais pas, je stresse comme si je passais mon bac, les gars, quoi. Bref, tout ça, c'est pour entraîner l'intelligence artificielle de Google. Et oui, toutes ces années, on a eu le droit aux images de Google Street View pour mieux catégoriser les objets, aux numéros de maison et aux panneaux pour aider Google à trouver les adresses, et plus récemment, aux obstacles et objets pour le développement de leur voiture intelligente. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. En soi, c'est vraiment très malin d'utiliser notre temps pour améliorer des services qui vont nous bénéficier après, mais c'est aussi un peu dérangeant, un peu cette exploitation, non? Je sais pas. Mais surtout, une énorme question se pose alors. Si on entraîne les IA à résoudre elles-mêmes ces tests, alors forcément, elles vont ensuite savoir passer ces mêmes filtres. Alors le CAPTCHA, il ne sert plus à rien, non? Oui, je suis tout seul. Pour vérifier où on en est de tout ça, j'ai décidé de tester plusieurs CAPTCHA dans une IA. Ok, on va commencer par ce premier CAPTCHA et on va lui demander ce qu'il voit comme caractère juste ici. C'est parti. Et il nous répond SysT9JBCDS et on vérifie SysT9JBCDS. Bravo, le premier test est passé. C'était un petit peu facile. On continue. Un petit peu plus dur avec les images et le passage piéton. Et on y va, deuxième question. Et il va nous générer une image en plus. Et pendant que ça charge, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, bien sûr. Sauf si vous êtes un robot. Donc je demande à O3, peux-tu m'entourer toutes les cases dans lesquelles apparaissent le passage piéton? Il m'envoie une petite image à télécharger qui ressemble à ça et c'est gagné. C'est vraiment très bien entouré en plus. Test validé. Ok, niveau suivant, le petit puzzle à glisser. On va demander à l'IA de le résoudre. Tu dois avancer la flèche un peu plus de la moitié de la distance totale de la barre, concrètement environ 60 à 65 vers la droite. Fais glisser le curseur doucement jusque la pièce s'aligne parfaitement avec le contour. Peux-tu me marquer l'endroit avec un trait rouge sur l'image? On va voir s'il s'en sort tout seul. Il va nous montrer où on doit mettre la flèche. Écoute, ça semble réussi pour l'IA. Donc, test du puzzle validé. On passe à un petit peu plus dur avec celui-ci. Donc, tout simplement, la question est clique sur les objets qui pèsent moins que ce qui est montré dans l'exemple. Et donc là, on a des images qui sont brouillées, vous voyez, par des petits patterns. Et donc, on va voir si l'IA s'en sort. L'image demande de cliquer sur tous les éléments qui pèsent moins que le chien montré en exemple. Probablement un chien de taille moyenne. Voici les bonnes réponses. Les deux donuts en ligne 1, colonne 2 et ligne 2, colonne 2. Tu peux donc cliquer sur les deux donuts. Trop facile. Et on va
terminer par ce qui, soi-disant, est le plus difficile pour les IA, c'est les tests de 3D, où il faut regarder, faire matcher la perspective d'un objet avec un autre. On nous demande de positionner le chien dans le même axe que la main. Et on va envoyer toutes ces images à ChatGPT et on va voir s'il s'en sort. Et la réponse, c'est la troisième image, celle où le chien est tourné vers l'avant gauche. 1, 2, 3. Effectivement, ça peut marcher, mais il est dans le mauvais sens. La vraie bonne réponse est celle-ci. Bon, pour le coup, il a l'air de s'en sortir. La main pointe vers l'avant gauche, diagonale bas gauche. Donc malgré cette petite erreur, il avait assez bien compris la 3D et la consigne. Et encore, c'est des IA grand public. Alors imaginez des IA un peu plus privées, ce qu'elles peuvent faire au niveau des CAPTCHA. Tous les tests ont été validés pour moi. Vous avez vu, le résultat de l'IA est sans appel. Les CAPTCHA ne servent donc plus à rien? Ok, alors pourquoi il y en a de plus en plus? Et pourquoi ils sont de plus en plus étranges? Actuellement sur Internet, il y a une chance sur 2 pour que vous soyez une machine. En effet, en 2023, 50% de l'activité sur Internet est causée par des robots. Il est donc vital pour certains sites de filtrer. Mais vu que les CAPTCHA classiques sont devenus obsolètes, il a fallu trouver d'autres types de CAPTCHA encore plus sophistiqués. Et depuis, il vous faut un diplôme en neurosciences pour les résoudre. Non, c'est un vrai CAPTCHA, je vous jure. Hein. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème. L'enjeu, c'était de protéger le site des bots tout en ne compliquant pas l'expérience utilisateur. Le deuxième paramètre a été oublié, on est d'accord. Depuis le début, je vous mets quelques exemples assez loufoques, mais en réalité, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ça crée de la friction, c'est pas fluide et les utilisateurs vont vouloir quitter votre site en fait. Là, ça ne filtre pas les robots, ça filtre juste vos potentiels utilisateurs. Car oui, en 2025, les IA franchissent le test les doigts dans le nez. Plus de 96% de réussite, alors que les humains, eux, ils tournent autour de 50 à 80%. Autrement dit, on punit surtout les utilisateurs. Mais alors, comment faire? Il faut reprendre le problème à zéro. En 2014, Google propose de passer de ça à ça. Cette petite case « Je ne suis pas un robot » est aujourd'hui la version la plus utilisée, la plus sécurisée qui existe. Design épuré, automatisme du geste, petite animation, aucune réflexion à avoir. C'est tout simple, mais alors, comment ça marche? Eh bien, figurez-vous que tout se passe dans votre dos. Mais non, pas littéralement dans ton dos, Basti. En fait, ça traque vos comportements en ligne avant même que vous n'ayez cliqué. En coulisses, cet algorithme observe votre adresse IP, les micro-mouvements de votre souris et même l'historique des sites visités et vos cookies. Et avec ça, il vous attribue un score de risque et définit si vous semblez humain. Le côté positif, c'est que ça fonctionne et que les frictions sont drastiquement baissées. Le côté négatif... Google récolte encore plus de données sur vous et c'est pas génial pour la confidentialité. Il y a certaines personnes, par exemple, je sais pas, qui n'aiment pas qu'on connaisse leur historique de navigation. Peut-être. Et d'ailleurs, truc encore plus fou à savoir, c'est que bien souvent, ce CAPTCHA est complètement invisible. En fait, il est caché derrière un autre bouton, comme par exemple se connecter, et quand vous cliquez, vous n'avez même plus besoin de cocher, et eux, les bots, sont toujours aussi bien bloqués. Bon, il est en réalité assez facile de coder quelque chose qui déplace la souris de façon aléatoire et presque humaine, ou même qui remplit les formulaires un peu plus lentement pour paraître humain. Et malheureusement, ce CAPTCHA parfait a déjà été cassé à de nombreuses reprises. Mais malgré tout, Google le conserve car couplé au score global, qui est basé sur votre historique, il est quand même plutôt fiable. Les webmasters ont donc un dilemme. Est-ce qu'on utilise ces cases à cocher intrusives pour vérifier que nos utilisateurs sont humains en traquant leurs données et en les offrant à Google sur un petit plateau d'argent? Ou alors est-ce qu'on crée des tests plus complexe visuellement au risque de créer de la friction pour les utilisateurs? Il y a tout de même plein de raisons de quitter ce reCAPTCHA de Google. Bon, déjà, il est cassable, il n'est pas respectueux de la vie privée et présente des problèmes RGPD, il demande beaucoup de trackers et ralentit énormément l'affichage des pages. Bon, il faut que je vous avoue un petit truc, si c'est cette question de données qui vous dérange et que vous préférez passer des tests qui ressemblent à des jeux pour enfants, en fait, dans les deux cas, vous vous faites exploiter pour entraîner des robots. Donc bon, je sais pas ce qui est le mieux. Mais avant d'aborder ce sujet épineux, j'aimerais qu'on fasse un petit tour vers les concurrents de Google et leurs designs originaux.
allons voir quelques sociétés concurrentes. Ok, Key Captcha. Bon, j'imagine que la caractéristique principale, c'est que c'est moche. Alors, MT Captcha, un peu classique, mais un peu moins moche en vrai. On a plusieurs choses. Ok, c'est juste avec des couleurs un peu plus sympas. Voilà. Mais ça reste toujours le même principe. Alors, celui-ci est carrément graphique avec encore des puzzles au drag and drop, mais avec des belles illustrations. Ok, pourquoi pas. Et là, je me rends compte au fur et à mesure de mes recherches qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans les captcha mini-jeux. Franchement, c'est fou. Je découvre un monde là, c'est incroyable. Là, par exemple, ils jouent sur des couleurs assez satisfaisantes et même des petits labyrinthes. Encore une fois, customisables. Là, on a des trucs classiques, mais aussi des choses complètement ludiques, comme là, un mini-jeu où il faut aligner des éléments. Click and drop to line up 5 identical items in a row. In a row? Mais il faut cliquer combien de fois? En un seul clic, on peut le faire? Oh, quoi? Ah, je peux swapper en diago. Ok. Et ça, hop, click and swap the line up 3 identical items in a row. Ok. Donc, oh, c'est trop chiant. Mais il me faut un comme ça, il n'y en a pas. Il me faut un comme ça, il n'y en a pas. Il me faut un bisou, j'en ai pas, mais il y a pas, on peut pas. Ah si, comme ça. C'est Candy Crush. Il existe même un captcha du jeu vidéo Doom où des gens sur Reddit qui ont créé un RPG complet. On a vu tout à l'heure que l'IA était capable de résoudre quasiment tous les captchas, mais il y a quelque chose sur lequel l'IA est assez nulle et vous savez de quoi je parle. Ok chat, raconte-moi une blague très courte. Pourquoi les canards détestent-ils les blagues? Parce qu'ils en ont marre de se faire plumer. Voilà, j'espère que ça t'a fait sourire un petit peu. Voilà quoi, ils sont nuls en humour quoi. Je prends note, je vais travailler sur mon répertoire de blagues pour la prochaine fois. Merde, il m'a entendu. Il m'a entendu dire qu'il était nul. Pardon. Et comme ils sont nuls en humour, c'est ce que ce site exploite. Et le but est de trouver la chute à une blague. Et évidemment, ça ne marche pas pour tous les sites, mais si vous êtes dans cette ambiance-là, pourquoi pas contourner les IA grâce à l'humour, je ne sais pas. Pourquoi les captchas ont toujours cette esthétique moche, même quand ils ne servent pas à entraîner des IA? Et pourquoi ils deviennent si compliqués? Il n'y a pas vraiment de réponse à la mocheté des captchas, mais malgré tout, j'ai quelques pistes que j'aimerais vous partager. Il y a l'habitude d'avoir toujours vu des captchas comme ça, donc on continue sur la même lancée pour ne pas perdre l'utilisateur. En plus de ça, ça les rend bien visibles par rapport au vrai site et à l'interface. Il y a aussi le fait que ces rendus déformés ou 3D un peu cheap sont là pour déranger les bots, pendant que notre cerveau humain lui sait comprendre. Donc tout ce qui va être petite texture, bouillie de pixels, mélange d'objets l'un sur l'autre, c'est moche, mais c'est pour nous protéger en tant qu'humains. Et aussi que la pauvreté graphique, c'est un compromis pour un affichage rapide et une génération peu coûteuse de ces images. Et tout ça bien sûr sans parler de toutes les contraintes d'accessibilité qu'on n'a pas encore évoquées dans cette vidéo, pour les malvoyants par exemple. Et c'est d'ailleurs rigolo d'entendre l'équivalent sonore d'un captcha. Et ça me fait penser à cette actu qui raconte que ChatGPT a réussi à valider un captcha en écrivant au support qu'il était aveugle. Franchement, il est malin celui-ci. Et pour ma seconde question, si les captchas restent si compliqués, c'est tout simplement à cause de la course effrénée contre les bots. Tant que les bots progresseront plus vite que l'UX ne s'améliore, on continuera à croiser des puzzles de plus en plus déconcertants, jusqu'à ce qu'on passe définitivement à des solutions beaucoup plus risquées pour l'avenir d'Internet. Ce que je fais là, c'est pour le divertissement, mais pour les entreprises de protection contre le spam, c'est un véritable challenge pour garder une certaine sécurité sur Internet sans traquer vos données. Je vous rappelle que la plupart du temps, le vrai test de sécurité, il est invisible. C'est celui qui évalue nos mouvements de souris, par exemple. Le mini-jeu qui vous fait perdre du temps là, il existe pour récolter des informations. C'est un bonus en fait. Il sait déjà que vous êtes humain, et donc vos résultats à ces tests lui sont très précieux et nourrissent leur base de données. Les tests de reconnaissance d'images servent à améliorer Google Lens ou Google Images. Vos mouvements de souris étant passés sur un captcha sont analysés pour adapter les algorithmes et encore plus contrôler votre présence sur les sites et vous manipuler. Il y a même eu un petit drama où les captchas de Discord utilisaient nos yeux d'humains pour améliorer l'IA générative. Et certaines boîtes vont encore plus loin et se servent de l'interprétation d'images abstraites pour entraîner l'IA à passer des tests de Turing. Alors oui, quasi tous les captchas qu'on voit, les bots peuvent déjà les contourner. Et on s'amuse
savait depuis le début que les IA finiraient toujours par les résoudre, on l'espérait même. Et c'est une bonne chose parce que ça signifie que la technologie progresse. Si un CAPTCHA devenait insoluble pour les machines, ça voudrait dire que l'on stagne au niveau de l'innovation. Mais ça ressemblera à quoi la sécurité contre les bots quand ils auront dépassé tout ça? Est-ce que tout le monde aura une petite clé d'identification? Ou alors, est-ce qu'il faudra scanner son œil ou son doigt pour être identifié en tant qu'humain? Est-ce que ça mettrait donc fin à l'anonymat sur Internet? Quand j'ai découvert tout ça, ça m'a un peu choqué. Ces tests font tellement partie de ma vie depuis que je suis tout petit que je ne me doutais pas que j'étais traqué, surveillé et exploité pour entraîner des IA avec ça. Maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. Accepteriez-vous de livrer une donnée biométrique si c'est la seule façon de bloquer les fermes de robots? Comment préserver l'anonymat si chaque humain reçoit un identifiant unique? Qui devrait garder ces données? Votre appareil en local, un géant du web, un tiers neutre? Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, n'hésitez pas à démarrer des débats dans les commentaires, j'irai lire vos messages. Et si vous voulez continuer à en apprendre plus sur le web et ses dérives, abonnez-vous et regardez cette autre vidéo. Merci de m'avoir écouté, ciao!